Alors bonjour, il me fait plaisir d'être avec vous ce matin, encore une fois, afin de contrer ces mesures de confinement, de vous parler de l'histoire de l'art, de différents sujets, afin de nous divertir, d'en connaître un peu plus et enfin éveiller notre sensibilité vis-à-vis cette discipline particulière que constitue l'art. Je veux vous parler aujourd'hui des genres. Alors, les genres, évidemment, dans la période contemporaine, ça vise l'identité sexuelle. Et les artistes de l'art contemporain explorent énormément cette dimension. On le voit chez certains artistes. Je pense, à Hélène Martin-Franco. On pense à Sylvie Coton, dont les performances peuvent être liées à l'identité sexuelle, mais on peut penser aussi à Orlan, du côté français, qui modifie son corps et qui revendique finalement le corps comme matériau de l'art. Cette identité sexuelle, le genre, on est dans une période où on tente de reconnaître finalement tous les genres. Le propos d'aujourd'hui porte davantage sur la peinture classique, alors de quelle façon nous avons déterminé les genres. Il faut s'en remettre à André Philibien en 1667, au moment où il fait son discours sur la hiérarchie des genres en peinture. Va déterminer que le genre le plus modeste, c'est la nature morte. Alors, cette nature morte qui est beaucoup plus facile pour un artiste à réaliser que ne serait un paysage, un portrait, un nu. Donc, il a commencé à structurer ces différents genres dans l'histoire de l'art. Pourquoi va-t-il instituer cette hiérarchie? En effet, il y avait deux fonctions. La première, c'était d'attribuer le pouvoir à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Donc, il fallait s'assurer que ce n'est pas n'importe quel artiste qui allait pouvoir accéder à cette institution, cette noble institution, à qui le roi accordait énormément de commandes de peinture, la noblesse aussi, ainsi que le clergé, et dans une moindre mesure, la bourgeoisie. La bourgeoisie était naissante à ce moment-là, mais constituait quand même le tiers-État, un pouvoir important. Avec cette hiérarchie des genres, on pouvait s'assurer que les artistes qui allaient entrer à l'académie allaient pouvoir réaliser les commandes qui étaient destinées à la noblesse et à la monarchie. Donc, le genre le plus facile ou le moins noble, si on veut, c'était la nature morte. Le deuxième, c'était le portrait. Alors, il était beaucoup plus facile de réaliser un portrait. Le troisième, c'était un nu. Ensuite, on allait augmenter le niveau de difficulté en s'assurant que l'artiste puisse réaliser un paysage. Donc, le paysage était plus noble et plus difficile qu'une nature morte. Ensuite, c'était la peinture de genre. La peinture de genre, ça voulait dire plusieurs personnages et la peinture nous raconte quelque chose, une histoire. La plupart du temps, c'était des scènes humoristiques de vol, qu'on pense à Georges de la Tour, qu'on pense à Valentin de Boulogne. Enfin, on voit que la peinture de genre va exercer un attrait chez plusieurs commanditaires ou chez plusieurs mécènes. Ensuite, on va passer à la peinture d'histoire qui nécessite chez l'artiste non seulement des habiletés techniques de réalisation, mais des connaissances historiques. Alors, ça veut dire que l'artiste sait lire et d'ailleurs, à l'Académie royale de peinture et de sculpture, on va lui donner des cours d'histoire. Par la suite, le genre le plus difficile au-dessus de la peinture d'histoire sera le genre de peinture religieuse, donc qui nécessite une connaissance de la Bible, des évangiles et qui permettent de réaliser des scènes qui vont instruire les fidèles dans les églises. D'ailleurs, cette question de l'art au service de la connaissance, de l'instruction, date du 5e au 6e siècle, lorsque le pape Grégoire Ier va autoriser les peintures
peinture dans les églises. De cette façon-là, la fonction de la peinture sera de raconter une histoire, de raconter les évangiles, parce qu'on sait que la majorité des fidèles étaient analphabètes. Donc, ça permettait aux fidèles de connaître l'histoire religieuse, l'histoire des évangiles. Et le prêtre, en plus d'officier à la messe, devenait un médiateur, un peu comme le sont aujourd'hui les médiateurs dans les musées d'art contemporains qui expliquent les œuvres d'art qui sont difficiles à saisir pour un certain public. Donc, on va, et je m'inclus là-dedans, il y a certaines œuvres que je ne saisis pas toujours du premier coup d'œil quand il s'agit de l'art contemporain. Et finalement, le genre le plus élevé, c'est la mythologie. Alors, avec la mythologie, on va aborder des œuvres qui nécessitent une connaissance historique. Alors, de la tragédie grecque, je parlais dans la capsule précédente d'Homère avec l'Iliade et l'Odyssée. On va penser à l'Énéide de Virgile. Donc, plusieurs scènes de la mythologie seront puisées sur ces grands poèmes importants de la littérature gréco-romaine. Par la suite, donc, ces genres vont constituer un bagage de connaissances et d'expérience dans cette épopée de la peinture. Alors, André Philibien, tapez son nom sur un moteur de recherche, vous verrez qu'il était au service de la royauté. Donc, avec Philibien, dans cette construction de la hiérarchie, c'est en effet, pour le XVIIe siècle, le reflet de la hiérarchie sociale et un certain respect des pouvoirs. Donc, la noblesse d'une part, le clergé d'autre part, et le tiers-État que constitue la bourgeoisie avec ses marchands, avec ses banquiers, qui est largement méprisé. Et on comprendra une centaine d'années plus tard, lorsque la Révolution française va s'instituer, va être provoquée justement par la bourgeoisie, qu'il y aura un renversement des pouvoirs. D'ailleurs, l'Académie royale de peinture et de sculpture va changer de nom. On va se retrouver avec l'Académie royale de peinture et de sculpture, l'Académie, pardon, on va retrancher le mot royal, et aussi une grande institution va naître en 1793, c'est le musée du Louvre. Et on va s'assurer, enfin les conservateurs vont s'assurer que les grandes collections royales seront conservées, parce que beaucoup de révolutionnaires voulaient détruire tout ce qui constituait une représentation du pouvoir royal et du clergé, et ainsi on va tenter de vandaliser, de vider les tombeaux des rois à la basilique Saint-Denis, alors qui constitue le lieu que j'ai eu l'occasion de visiter, constitue le lieu du tombeau des rois français. Alors c'est une très belle visite, je vous encourage, quand toute notre pandémie sera terminée, à reprendre des voyages pour qu'on puisse voir de quoi il s'agit. Alors, je m'arrête un instant sur ce premier genre que constitue la nature morte. Alors, c'est toute une épopée. Dans la série de cours que j'avais développée pour chacun des genres, alors un genre constituait un seul cours, je voyais l'origine du genre, donc c'est Pompéi, je vous en ai parlé dans la capsule précédente. Pompéi a été une révélation extrêmement importante pour les connaissances en histoire de l'art et en archéologie aussi. Et on a pu ainsi identifier que la perspective existait au moment de la civilisation grecque et romaine. Donc, on peignait des fresques et on pouvait percevoir de la profondeur. Tout ça va être bouleversé avec l'art byzantin qui va faire disparaître sur 1000 ans cette notion de perspective. Alors, ce premier genre, la nature morte, constituera un apport extrêmement intéressant. On le remarque dans les fresques de Pompéi. Si jamais vous vous y rendez, il faut faire le détour, évidemment, par le Musée national d'archéologie de Naples, qui conserve toujours ces très belles fresques de Pompéi qu'on a sauvées du vol et du vandalisme. Alors, vous avez du
côté droite de l'image une nature morte de Cézanne. Alors c'est intéressant parce que le mot nature morte en français fait appel à quelque chose de figé, hein? Une nature morte. Alors en anglais on va dire still alive, et en hollandais c'est la même notion, quelque chose de vivant, mais d'immobile. Et ça me rappelle que l'art est né justement de cette fusion entre le spirituel, le religieux et l'art. Les premiers groupes humains, Homo sapiens, quand ils constataient la mort, évidemment ont enterré, enseveli leur mort, et ont commencé à constituer des rituels, que ce soit des chants, de la musique, de la danse autour de cette disparition, et avec une croyance en une survie. Et on va commencer à exercer des signes. Alors, ces premiers signes sur des amphores, des pots, aussi sur des dessins, sur des fresques, va constituer la première contribution de l'art, mais accompagné de la mort. Alors, c'est extrêmement significatif que la nature morte, et dans la plupart des natures mortes que vous pouvez regarder, vous aurez toujours un crâne humain qui accompagne, c'est pas le cas ici de Cézanne, mais un crâne qui vient signifier ce memento mori, c'est-à-dire rappelle-toi que tu es mortel, rappelle-toi que tu vas mourir. Alors, la nature morte, on va retrouver souvent des souris, on va retrouver des insectes. Alors, c'est cette trace du dépérissement et de la mort. Alors, je sais que en ces temps de pandémie, c'est pas très joli de parler de ce principe, mais je pense que c'est essentiel pour bien saisir d'où vient l'apparition de l'art. Alors, l'art apparaît avec une notion spirituelle et religieuse, et tout ça va exister jusqu'à la rupture avec la Renaissance, où on va détacher. Alors, l'autonomie de l'art sera assurée. Je vous parlais de grandes révolutions. Alors, il y a 3 grandes révolutions dans l'art. La première, c'est la Renaissance, à partir de l'invention, de la découverte de la perspective. On va donner une place à l'humain dans le tableau. Alors, le regardeur a sa place lui aussi. La deuxième grande révolution, c'est la révolution impressionniste, qui va permettre à l'artiste d'explorer des nouveaux moyens, d'explorer la couleur, d'explorer les effets de lumière. Et pourquoi s'oriente-t-il vers ça? Eh bien, c'est parce qu'on a inventé en 1839, Nicéphore Niepce vient d'inventer la photographie. Alors, il n'est plus nécessaire de représenter fidèlement la nature, puisqu'un appareil le fait automatiquement avec un peu de chimie. On fait surgir les images de cette façon-là. Et la troisième révolution, évidemment, c'est l'art contemporain qui apparaît au milieu du 20e siècle. Alors, mon histoire des genres, à partir de la nature morte, c'est une histoire qui prend son origine avec le dessin, la peinture gréco-romaine, et qui va s'établir. Alors, la grande pause, évidemment, c'est l'art byzantin. Il n'y a pas de nature morte dans l'art byzantin, et ça va ressurgir avec la Renaissance, avec les grandes fresques. On va remarquer, évidemment, le paysage va surgir derrière, le portrait, l'humain sera représenté et non plus des dieux, des déesses ou encore la Vierge, comme on l'a dans l'art byzantin. Alors, cette histoire de la nature morte est extrêmement troublante, mais elle signifie aussi ce rapport de l'art à la mort, ce rapport de l'art au spirituel et ce rapport de l'art au religieux. De l'autre côté, sur la gauche, vous avez une photographie montée. Alors, je ne sais pas si on la saisit très bien. Alors, c'est de mon ami l'artiste Emmanuel Laflamme. J'ai acquis cette photographie. Alors, c'est un photomontage. Évidemment, Emmanuel Laflamme fait du détournement des marques, fait du détournement aussi des œuvres d'art. C'est une des stratégies de l'art contemporain de détourner les choses et non pas de les présenter comme elles sont. Alors, une nature morte appartient à l'art classique et à l'art moderne, parce que avec la révolution impressionniste, on est dans l'art moderne. Et finalement,
On va, chez Emmanuel Laflamme, on va explorer le détournement comme moyen de produire de l'art. Alors ici, c'est un fœtus qui est en train de boire un Coca-Cola. Alors, en même temps, il y a une relation avec la consommation, évidemment. Alors cet être fragile arrive et déjà il est dans un monde donné. Alors les enfants qui naissent par ces temps, évidemment, arrivent dans des grands bouleversements politiques, économiques, structurels, de consommation. Alors on entendait encore aujourd'hui la fermeture des grandes surfaces, des grands magasins, parce que il faut prendre en main la pandémie, et cette pandémie passe par le confinement. Alors, je vous remercie. Je voulais vous parler des autres genres. Alors, du portrait, ce sera à une autre occasion que je le ferai. Alors, ici, il s'agissait de couvrir 2 scènes. Alors, merci et à la prochaine.